On va effectivement, durant l'heure et demie, à peu près 1 heure et quart, regarder un certain nombre d'extraits, essayer de brosser en fait les quelques grandes tendances. Je ne prétends absolument pas être exhaustif, je suis totalement subjectif dans cette histoire. Et évidemment, si je suis un peu trop normatif, n'hésitez pas à me le rappeler. Alors, pourquoi un cadeau empoisonné, finalement, que cette heure et demie sur le panorama de l'usage des images d'archives aujourd'hui? Tout d'abord, parce que lorsqu'on est au simple niveau du constat, on a l'impression que l'usage de l'archive s'est comme démultiplié en fait ces dernières années, c'est-à-dire que les fonctions mêmes de l'archive au sein des films sont multiples et très hétéroclites, et je vais revenir là-dessus pour essayer vraiment de dresser des grandes familles. Et la définition même finalement de ce qui fait archive au cinéma semble s'étendre et semble pratiquement illimitée. Et donc, tout d'abord, j'allais dire de façon très classique, on va essayer de se mettre d'accord sur une définition de l'archive. Je crois que traditionnellement, on disait, oui, bon, alors les archives, c'est finalement des images animées, des images fixes, des archives sonores, des archives visuelles, des archives publiques, privées, des images d'actualité, des films d'ethnologues, d'explorateurs, des films de fiction, des archives industrielles, militaires, éducatives, bref. On avait, je crois qu'il faut tout simplement dire qu'une archive, c'est quoi? C'est tout simplement un document d'hier étant considéré comme, j'allais dire, c'est pas le document poussiéreux, c'est d'hier, vraiment d'hier, conservé, et qui se voit conférer une légitimité, une valeur d'archive. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des nouvelles technologies depuis une trentaine d'années, on a multiplié les supports, on a démocratisé les instruments de prise de vue. Et on peut dire que véritablement, aujourd'hui, les cinéastes font feu de tout bois et ils utilisent tout, ou pratiquement tout document qui puisse témoigner d'un moment. Alors, sur le constat, tout d'abord, premier constat, qui est très intéressant lorsqu'on étudie l'archive, c'est qu'il y a un intérêt actuel et public pour les films d'archives qui ne se dément pas. C'est très étonnant, notamment à la télévision. Ça fait une trentaine d'années que le film d'archives remporte de sacrés succès d'audience, qu'on pense au premier succès de Frédéric Rossif jusqu'au récent très grand succès de la franchise Apocalypse, sur laquelle je reviendrai. Ce que j'appelle franchise Apocalypse, c'est les 3 apocalypses: Apocalypse Première Guerre, Apocalypse Hitler, Apocalypse Seconde Guerre mondiale. Je parle de franchise parce que vous allez voir qu'il y a effectivement une manière de faire très importante. Apocalypse, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est quand même 6 millions de spectateurs pratiquement à chaque épisode. Et donc il y a un intérêt public certain pour l'archive. Deuxièmement, on remarque aussi que dans la fiction, l'art de la citation de l'archive s'est généralisé. C'est absolument pas une nouveauté, c'est absolument pas une nouveauté dans le film de fiction, mais en tout cas, il y a une démocratisation, une inflation de ces usages, que ce soit au cinéma, dans les films de fiction, ou surtout dans les téléfilms, qui de plus en plus utilisent ces archives. Alors, on verra très rapidement, souvent d'une manière, j'allais dire, primaire, qui est l'effet de réel, rechercher l'effet de réel, mais on verra qu'il n'y a pas que ça. Cet après-midi, on affinera cette question. On verra qu'il y a à la fois des effets de réel, des effets de distanciation, au contraire de rapprochement avec le réel, de falsification. Donc je reviendrai un peu sur tous ces usages cet après-midi. Et la troisième chose dans les constats, c'est que on a théorisé il y a une vingtaine d'années sur la mort du cinéma. C'est-à-dire qu'en gros, on a beaucoup dit, mais quand je dis qu'on a théorisé une vingtaine d'années, c'est même antérieur, on a beaucoup dit tout a été fait, tout a été montré. Et donc, en fait, maintenant,
un des moyens de renouveler la pratique cinématographique, c'est de faire des films avec les images des autres. Et que dans ce geste-là, il y aurait un moyen de renouveler la pratique cinématographique et aussi les façons de voir les films, de montrer ces archives, d'avoir un regard différent. Et c'est vrai qu'il est indéniable que un certain nombre de documentaristes aujourd'hui, dont le travail est considéré comme important, s'attellent à cette tâche. Je vous en reparlerai, alors là pour le coup, dans l'heure qui vient. Hein, je pense aux travaux récents du Hongrois Peter Forgács, de Sergei Losniczak, que moi j'aime beaucoup, qui est un Ukrainien sur lequel je reviendrai, mais aussi de Jarvan Ganikian et Angela Riccilucchi, je ne sais pas si vous les connaissez, des Italiens, et de Jean-Gabriel Perriot, qui est ici. Alors moi, voilà, je le rencontre pour la première fois, et je suis très content parce que j'avais rencontré ces films avant, et vous verrez que c'est des pratiques cinématographiques qui aujourd'hui vraiment renouvellent, si je puis dire, le documentaire, donc en se servant de ces images. C'est pas nouveau non plus, hein, si je puis dire. On peut dire que de Dziga Vertov à Chris Marker en passant par René, cette pratique de reprendre les images des autres et d'arriver à faire du neuf avec de l'ancien, finalement a pratiquement 80-90 ans. Hein. Et que donc là, il y a dans l'histoire du cinéma un mouvement fort, un mouvement de fond qu'on va suivre entre nous. Alors, finalement, on va s'interroger ensemble sur, c'est un panorama, donc quels sont les usages de ces images d'archives aujourd'hui. Et vous verrez que moi, je vois des grandes familles, c'est-à-dire d'abord l'archive utilisée comme preuve, ensuite l'archive interrogée. Quand je dis l'archive interrogée, c'est qu'elle soit détournée, qu'elle soit fictionnalisée ou sublimée. Je reviendrai sur ce que j'appelle une archive sublimée. Et puis, je verrai dans une dernière partie ce qui se fait dans le cinéma le plus expérimental, c'est-à-dire que l'archive n'est pas prise finalement pour ce qu'elle dit du passé, mais comme objet même, finalement, et elle devient un objet plastique. Hein, et je reviendrai sur l'archive comme objet plastique dans une dernière grande famille. Et donc, quels sont ces usages? Et puis, il y a quand même cette question, finalement, qui nous taraude tous. Hein, c'est pourquoi une telle invasion de l'archive, une telle présence de l'archive dans le cinéma contemporain. Alors, on va tout de suite commencer par la première famille, et si je puis dire, qui est la plus évidente, qui est ce que j'ai appelé l'archive preuve. L'archive comme preuve, c'est-à-dire l'archive est parfois utilisée comme une image illustrative qui viendrait montrer, témoigner de la vérité. Vous mettez tout ça entre guillemets, évidemment. Et ça, c'est un procédé extrêmement classique qui est vieux comme les actualités filmées, si je puis dire. C'est-à-dire que l'archive est considérée comme la preuve visuelle de ce qui s'est passé. Ça a eu lieu, l'archive est là pour nous dire, regardez, ça a eu lieu, c'est là. Elle devient une preuve. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet usage, alors là, presque vieux comme le cinéma, est un usage qui s'est maintenu, qui est extrêmement présent encore aujourd'hui, qu'on voit. Alors là, il suffit d'allumer sa télévision et de regarder ce qu'on appelle des documentaires historiques, par exemple, pour voir que c'est vraiment l'usage, j'allais dire, le plus classique. Alors l'archive est preuve, et souvent, elle est utilisée, finalement, elle est subordonnée, elle vient comme renfort d'un discours. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui ordonne notre regard, qui dicte la façon dont on regarde, et l'archive n'a qu'une fonction illustrative, et elle illustre quoi? La vérité. Et je dirais que ça, c'est quand même la forme dominante encore aujourd'hui. La forme dominante de l'usage des archives, notamment à la télévision, mais aussi au cinéma, hein, et je reviendrai très rapidement sur un cas récent au cinéma. Alors ça a donné ces lettres de noblesse au documentaire historique. Pensons à Frédéric Rossif. Vous avez vu, j'imagine,
Je n'ai pas choisi de montrer d'extrait de Frédéric Rossif parce que j'imagine que vous connaissez, non? Frédéric Rossif, ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Mourir à Madrid, hein, en 63. Mourir à Madrid, c'est un documentaire important parce que d'abord, ça a été un des premiers grands documentaires sur la guerre d'Espagne qui est sorti en salle. Gros succès en salle, ça a été prix Jean Vigo en 1963. Et, et c'est vrai qu'indéniablement, il y a à la fois un texte très soigné et un énorme travail sur justement la récupération des archives. Hein, c'est-à-dire que là, il y a des archives qui ont été prises en Union soviétique, en Espagne, en France. Et Frédéric Rossif a donné à un moment, effectivement, ses lettres de noblesse au documentaire historique, hein, jusqu'à Nuremberg, à Nuremberg, à la fin des années 80. Et j'allais dire que cette forme de documentaire s'est renouvelée récemment à la télévision avec ce que j'ai appelé la franchise Apocalypse, où on a repris finalement cette forme très classique. Mais là, on a choisi d'abord de faire un énorme travail sur la récupération d'archives, mais surtout, et j'imagine que vous avez tous été plus ou moins au courant de la polémique qui a suivi la diffusion d'Apocalypse, on a pris ces archives et puis on les a colorisées, sonorisées avec un énorme travail de sonorisation. La colorisation, attention, une colorisation extrêmement précise. Hein, 3 étudiants d'histoire qui ont été embauchés pendant 1 an pour colorier la gourde des militaires russes. Je veux dire, la bonne couleur, on allait chercher la vraie gourde et on recolorisait. Le travail sonore est effectué de la même façon, c'est-à-dire que un Tupolev a le son d'un Tupolev, enfin, voilà, un Cessna. Attention, tout est, comme on dit, vrai, hein, comme il y a marqué au début d'un film tiré d'une histoire vraie, ben là c'est pareil, donc avec des effets de vérité très forts. Et tout a été surtout remis au même format, 16/9, et donc on a un énorme continuum d'images. Et j'ai choisi pour commencer cet exposé sur l'usage des archives de façon un peu provocante, hein, j'ai choisi de commencer par vous montrer un extrait, justement, le premier épisode d'Apocalypse. Parce que je pense qu'on va pouvoir commencer à engager une discussion après, en partant de cet épisode. Donc c'est Apocalypse, c'est le premier épisode, c'était sur la Seconde Guerre mondiale. Donc ça a été diffusé en 2009. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après la diffusion de ce premier épisode, il y a eu une polémique qui a suivi, sur laquelle je vais revenir après la diffusion donc, de l'extrait. Une petite précision, ce que vous venez de voir, c'est la version DVD et qu'on peut acheter aussi sur Internet. Ce n'est pas la version qui a été diffusée à la télévision. Il y a une phrase du commentaire qui a été enlevée par rapport à celle qu'il y avait à la télévision, où ça commençait par la voix de Mathieu Kassovitz qui nous disait « Vous allez on va enfin vous raconter la vraie histoire de la Seconde Guerre mondiale. » La vraie histoire, au singulier, de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je ne sais pas si vous avez vu au moment où c'était sorti cette série, donc comme je vous l'ai dit, immense succès public. Ça a eu un impact encore très important sur la production de documentaires historiques à la télévision, hein, ce travail sur les archives. Alors, ce qui est important d'abord, c'est de voir que là, vous avez une voix off extrêmement présente, donc la voix off de Mathieu Kassovitz, comme je vous disais, hein, c'est-à-dire que c'est finalement le narrateur omniscient, omniprésent, et qui oriente totalement le regard. Deuxième chose, des images ultra spectaculaires. Images ultra spectaculaires de cadavres, de morts, ça commence par les mains, vous avez vu les mains qu'on ramasse, etc., cadavres déchiquetés. Une voix off qui insiste, hein, les viols, etc., c'est-à-dire qu'on n'oublie aucune des violences, finalement, de la Seconde Guerre, un montage extrêmement dynamique, avec ce travail de sonorisation dont je vous ai parlé,
qui, effectivement, nous rappelle des procédés qui avaient été usés dans la fiction, qu'il suffise ici de se souvenir de la première scène du Soldat Ryan, hein, de Spielberg, du débarquement. On y est, d'accord, on y est, c'est presque le jeu vidéo, on est dedans. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu une polémique, notamment, alors pas seulement, mais qui a été lancée par quelques brillantes personnalités, notamment Georges Didier Huberman, a écrit un texte dans Libération après le succès d'Apocalypse pour dire Apocalypse, en fait, montre une guerre et ne la montre absolument pas, et c'est absolument irregardable. Et les arguments de Didier Huberman sont assez importants, me semble-t-il, parce qu'ils portent évidemment sur le travail qui a été fait sur l'archive, la colorisation de l'archive. Non pas, c'est-à-dire que Didier Huberman dit c'est non pas que je sois un ayatollah de l'archive, on n'a pas le droit d'y toucher, puisque ça, vous verrez, et je vais revenir sur des extraits qui vous montreront comment, au contraire, le geste cinéaste, parfois, c'est de reprendre l'archive, de la décortiquer. Mais là, il dit il y a une colorisation, une sonorisation qui ne vise qu'à une chose, c'est l'effet de vérité, l'effet de réel, pour Barthes, d'accord ? C'est-à-dire qu'on y est, c'est la réalité, avec cette voix off qui commençait par « je vais vous raconter la vraie histoire de la Seconde Guerre mondiale ». Mais ce que dit Didier Huberman, et je pense que là-dessus, c'est important d'y songer en tout cas, c'est sur les intentions. Les intentions qui guident la colorisation et la sonorisation, quelles sont-elles ? Elles sont très simples. Daniel Costel et Isabelle Clarke s'en sont largement expliquées. Attirer les jeunes publics. Comme dira Daniel Costel, il fallait que le jeune public s'éclate devant ces images. Donc une vraie jouissance aussi devant ces images de cadavres déchiquetés. Et ce qui est très étonnant, vous savez, et ça aussi ça a fait polémique, c'est que dans la série, les images qui sont consacrées à la Shoah n'ont pas été colorisées. Et Didier Huberman dit « je ne comprends pas très bien », puisque on vous accuse, enfin lui en l'occurrence, les accuse de maquiller, de travestir, de trahir, comme Karim l'a dit tout à l'heure, de trahir l'archive. Et lorsqu'il s'agit de la Shoah, vous ne colorisez pas, Daniel Costel dira « oui, je ne voulais pas être accusé de supercherie ». Donc ce qui laisse songeur sur les 5 séries, enfin les heures qu'on a vues avant. Ça voudrait dire quoi ? Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a supercherie sur justement le travail qui a été fait sur l'archive ? Vous comprenez bien que là, il y a un entre-deux très étonnant dans ce choix de tout coloriser, sauf les images qui ont trait à la Shoah, pour ne pas être accusé de supercherie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les autres éléments, donc, on peut se permettre ça. Et ça a été, je crois, un moment important. Mais en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a finalement, hormis cet énorme travail et débauche d'énergie tout à fait louable sur la colorisation, la sonorisation, etc. C'est-à-dire qu'on a essayé vraiment d'être au plus près de la réalité. Il n'y a pas eu de renouvellement de la pratique finalement cinéaste. On est dans un usage extrêmement classique et ancien de l'archive, c'est l'archive comme preuve. Le commentaire non seulement guide et dicte nos regards, mais est redondant par rapport à l'image, c'est-à-dire que là, il y a absolument redondant, qu'il n'y a pas d'interrogation sur la façon dont les archives ont été faites, beaucoup viennent de films d'actualité, etc. Et comme dit Marc Ferraud, très justement, Marc Ferraud, donc j'imagine que vous connaissez tous, l'historien qui a fait cette émission très intéressante où il décortiquait justement les films d'actualité, images parallèles. Il dit il n'y a aucune vérité de l'image d'archive. La seule vérité historique de l'image d'archive, finalement, c'est de chercher à savoir ce qu'a dit la personne qui l'a prise. Ce qu'on a voulu nous dire en prenant ces images et en les montrant. Et c'est ça qu'on doit rechercher. Et c'est non pas, effectivement, comme il a été dit, un discours de pure vérité, sans s'interroger sur la fabrication de ces archives, en les mettant dans un continuum. Vous avez vu que tout est très fluide. On passe d'une date à l'autre, du début de la guerre, en 1945, après l'image d'après, on est en 1932, avant que je coupe, là, on arrive en 1932 en Allemagne, dans un continuum absolu. Et alors, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu viens de dire aussi, et on pourrait forcer le trait, mais forçons-le ensemble. Et après, vous allez pouvoir m'assassiner pour avoir forcé ce trait. Mais
c'est que c'est un procédé finalement qui n'est pas si différent du film de propagande. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans des procédés qui ne sont pas si différents, c'est-à-dire l'omniprésence de la voix off, l'image qui n'est là que pour confirmer ce que la voix dit, sans interroger évidemment jamais la provenance des images. À la différence près que dans un film de propagande, souvent, c'est plus explicite. Hein, si vous faites, par exemple, pour quelqu'un qui regarde les films de propagande de Vichy, si vous prenez le film de Chabrol, hein, l'œil de Vichy, vous voyez qu'il y a le timbre de voix, etc., qui nous permet de reconnaître que c'est des films de propagande. Hein, et il se donne à voir comme film de propagande, ce qui n'est pas le cas là. Et ce procédé, donc, c'est-à-dire cette omniprésence de la voix off, cette redondance entre voix et parole, cette absence d'interrogation sur l'archive, se retrouve aussi dans certains films militants. Certains films militants, et ce n'est pas qu'une pratique, j'allais dire, purement télévisuelle, puisqu'un film qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes en 2004, comme Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, reprend peu ou prou le même dispositif. Dans le film, vous savez, il y a ce prologue. Alors, Michael, juste pour ceux qui n'ont pas vu, juste qu'on se rappelle ensemble ce film. Ce film donc, sort en 2004. C'est un vigoureux plaidoyer contre George Bush, qui lutte contre sa réélection. Et Michael Moore fait un documentaire à charge. Documentaire à charge extrêmement efficace, programmé à Cannes et qui remporte la Palme d'Or. D'accord ? Alors, dans ce film, les 10 premières minutes donc, reviennent sur George Bush et arrive le générique. Et c'est cet extrait précisément, le générique, parce que vous allez voir pourquoi, parce que c'est plus qu'un générique que je tenais à vous montrer. Et après, on discutera, pour vous allez voir, parce que effectivement, à mon sens, l'usage des archives est assez proche de ce qu'on vient de voir. C'est un extrait un peu long, hein, mais qui est intéressant parce que, justement, il complexifie un peu la question. Pourquoi ? Parce que, d'une part, vous avez vu qu'au début, il n'y a pas d'usage de voix off, mais au contraire, des archives qu'on ne voit pas, qu'on n'est pas habitué à voir. Ça commence par ces scènes où les hommes, Wolfowitz, etc., Bush, vous savez, tous ces hommes politiques sont justement dans un moment qui n'est jamais montré, c'est-à-dire avant qu'ils parlent à la télévision, dans les coulisses finalement, en train de se maquiller. Et on reviendra là-dessus, hein, le maquillage, pourquoi ? Parce qu'ils se maquillent comme ils maquillent la réalité, évidemment. Hein, c'est pour ça que Michael Moore choisit ces images. Ensuite, il y a évidemment la façon de montrer, et là il y a un vrai geste cinématographique indéniable, hein, la façon de montrer les attentats du World Trade Center, c'est-à-dire que justement, écran noir, hein, par le son, c'est-à-dire une image qui a été tellement vue, revue, une archive qui finalement a été usée jusqu'à la corde, ils ne l'utilisent pas, hein, et là il y a un vrai choix, j'allais dire, justement dans le choix de ne pas montrer, vous voyez, face à une archive usée jusqu'à la corde. Donc là, on commence effectivement par des procédés. Hein. Un, montrer ce qu'on ne montre pas. Deux, choisir de ne pas montrer ce qu'on montre. Mais après, tout ça au service, et là vous le revoyez quand la voix off repart, d'une voix off et d'un discours qui guide totalement notre regard, hein, cette fois-ci, de nouveau, si vous voulez, où George Bush est montré dans des situations. À l'école, il attend, vous voyez, il n'est pas du tout à la hauteur des événements, il va pêcher, il n'a pas été préparé, il ne s'est pas préparé aux attentats alors qu'il avait un rapport en main. Hein, donc là, il y a vraiment un texte à charge. Et là, une nouvelle fois, les images, finalement, ne sont là que pour conforter le discours. Hein, la thèse, c'est un film à thèse centrale, et donc c'est un film assez complexe quand même, parce que d'un côté vous voyez qu'il y a un geste cinématographique indéniable, de l'autre il veut dénoncer les manipulations médiatiques aussi, hein, c'est-à-dire le gouvernement maquille, mais c'est servi aussi des médias, donc c'est la scène de maquillage, etc., mais en reprenant
en reprenant les dispositifs, le dispositif majoritaire, le dispositif télévisuel dont on vient de parler. Et c'est ce qui fait toute l'ambiguïté de ce film, hein, mais qui se place tout de même dans cette façon un peu étrange d'utiliser l'archive et finalement très classique, hein, sur l'usage des images et la façon dont la voix off guide le regard, la façon dont les images viennent justement et sont toujours redondantes par rapport au discours. Là, je crois pour le coup que Michael Moore reste tout à fait tributaire et tout au long du film des pratiques télévisuelles qu'il entend dénoncer. Ce qui est intéressant, donc effectivement, je vous ai dit, c'est que Michael Moore nous montre des images qu'on n'a pas l'habitude de voir, et c'est vrai, là, mais bon, même si pour moi les moyens, et vous avez tout à fait raison sur la parole, restent les mêmes, hein, que les pratiques dont on a parlé, et qu'il y a un usage de l'image, en tout cas de l'archive, comme je suis désolé, comme effet de vérité et de réel, encore une fois. C'est comme ça, c'est lui qui le dit, mais l'image est toujours là pour venir témoigner de ce que ça a été.